Vous êtes jeune dame et de corps, vous n'êtes pas encore chargée d'une famille nombreuse, vous gagnez beaucoup d'argent et souhaitez conduire une voiture puissante, lumineuse et audacieuse. Seulement voilà le problème. Les mêmes BMW XC6 et Mercedes GLC AMG vous sont toujours catégoriquement inaccessibles. Mais peut-être trouverez-vous votre rêve avec l'Infiniti FX? Pour comprendre si ce crossover peut remplacer les Allemands, tournons-nous vers les propriétaires et écoutons ce qu'ils disent de leur voiture. L'Infiniti FX a été présentée pour la première fois au Salon de l'Auto de New York en 2002. La voiture équipée de un puissant V6 et V8 était clairement destinée au marché nord-américain. Mais c'est avec ce modèle qu'Infiniti a commencé son expansion active sur les marchés du vieux monde. Cependant, un an plus tôt dans le même salon, un concept développé par le designer Mamoru Aoki avait été présenté dans le cadre du thème Bionic Cheetah. Mamoru Aoki a vraiment réussi à créer une image très lumineuse et mémorable, avec un capot qui occupe près d'un tiers de la longueur d'une voiture plutôt grande. Techniquement, le crossover portant le code d'usine S50 a été construit sur la plateforme Infiniti FM à propulsion arrière avec un placement longitudinal du groupe motopropulseur et a reçu une traction avant automatiquement connectée, une suspension entièrement indépendante et des moteurs puissants. À propos, le coupé Sport 370Z a été construit sur la même plateforme. Mais nous nous intéressons à la deuxième génération d'Infiniti FX, code usine S51, apparu en 2008. À cette époque, le modèle avait acquis une renommée mondiale, et l'activité du marché avait été déplacée de l'Amérique du Nord vers l'Europe. C'est pourquoi Genève a été choisie pour accueillir la première du spectacle. Le design du nouveau produit était toujours géré par Mamoru Aoki, de sorte que la voiture a conservé les proportions de base, les découvertes de conception et le style « guépard bionique », c'est-à-dire un long capot, un volume habitable complètement décalé vers l'arrière et une carrosserie arquée claire. Ligne supérieure des vitrages latéraux, mais a reçu des phares de forme plus complexes et un nouveau design avant. De son prédécesseur, la voiture a hérité du 6 cylindres en V de 3,5 litres VQ35HR, mais la puissance de ce moteur a été augmentée de 280 à 307 chevaux. De plus, un nouveau V8 VK50VE d'une puissance de 400 chevaux a été enregistré sous le capot. La génération précédente était équipée d'un V8 VK45DE moins puissant, développant 320 chevaux, et en 2009 la gamme de moteurs a été complétée par le V6 européen, Puchdiv Q37VHR, de 3,7 litres et 333 chevaux. À ces moteurs étaient associées les boîtes de vitesse hydromécaniques classiques à 7 rapports R E7R01A, dans le cas des 6 de 3,5 et 3,7 litres, et RE7R01B, avec un V8 de 5 litres. De plus, la suspension avant a été radicalement repensée. À la place des jambes de force McPherson, des bras triangulaires doubles sont apparus. En 2010, la gamme de moteurs a été complétée par un V9X turbo-diesel 6 cylindres en forme de V d'un volume de 3,0 litres, capable de développer 238 chevaux, et produit 550 Nm de couple. Ce moteur, conçu spécifiquement pour les marchés européens, a été le premier moteur diesel d'un véhicule Infiniti. Initialement, tous les Infiniti FX étaient assemblés dans une usine de la ville japonaise de Kaminokawa, préfecture de Tochigi, mais en 2012, compte tenu du succès des ventes sur le marché russe, l'assemblage du modèle a été établi dans l'usine Nissan de Saint-Pétersbourg. Toute la gamme de la famille Infiniti FX disposait d'un équipement très riche, et la version FX 50S était équipée d'un système de direction active des roues arrière. L'histoire du modèle FX est terminée en 2014. La voiture a reçu la désignation QX et a été produite pendant encore 3 ans. Essentiellement, la voiture n'a pas changé, donc tout ce qui est d'ici-dessous peut être extrapolé au QX70, même si nous nous concentrerons sur le FX pré-réforme. Ces crossovers sportifs premium âgés de 8 à 12 ans peuvent être achetés sur le marché secondaire à un prix très raisonnable et souvent dans un état technique tout à fait acceptable. Pour le diesel FX30 des 2012 à 2013, il demande de 1,25 à 2,35 millions de roubles, pour le FX37 le plus courant, 2010 à 2013, de 1,1 à 3,3 millions, les FX50 2008 à 2009 les plus puissants et les plus rapides sont vendus pour 1,05 à 2,3 millions, mais le FX35, également 2008 à 2009, coûte de 800 000 à 1,7 million de roubles. Il est clair que l'achat d'une voiture exceptionnellement rapide sur le marché secondaire, capable d'accélérer à des centaines en 5,7 à 6,9 secondes, peut apporter beaucoup de plaisir, mais en même temps, cela peut aussi faire une sérieuse brèche dans votre poche. Alors, est-ce que ça vaut le risque? Voyons ce que leurs propriétaires écrivent sur leurs chevaux de fer. Des tests numéro 5. Pas une voiture très familiale. Malheureusement, ce n'est pas une voiture très familiale, c'est pourquoi je suis obligé de la vendre, écrit l'auteur d'une des critiques. Et il a certaines raisons pour cela. Le fait est que la seule voiture de la famille doit résoudre de nombreux problèmes.
des déplacements quotidiens au travail jusqu'aux longs voyages en vacances et à l'acheminement des parents âgés à la campagne, ainsi qu'avec les semis. Et ici, les propriétaires d'Infiniti FX devront faire face à un certain nombre de caractéristiques de conception de cette voiture. Avant de prendre la décision d'acheter un FX, nous vous conseillons fortement d'ouvrir la cinquième porte, d'examiner attentivement le coffre à bagages, et de vous assurer que son volume ne correspond pas à une voiture de près de 5 mètres, mais plutôt à une classe B compacte. Berline, 376 litres. Eh bien, puisque la FX est essentiellement une voiture pour les jeunes, et nous en reparlerons plus tard, la problématique du transport des poussettes et autres scooters des neiges est assez aiguë pour les jeunes familles. Hélas, à cet égard, le FX ne pourra en aucun cas plaire à ses propriétaires. Les seules questions concernent le coffre, 380L, la poussette rentre à peine dedans, tout en grattant tout autour. Inconvénient, le coffre, il n'y en a presque pas. Quelques gros sacs, et c'est tout. Une poussette ne peut rentrer qu'avec une canne. Une famille avec 2 enfants peut y entrer, avec des réserves concernant le petit coffre, dans lequel toutes les poussettes ne rentrent pas. Trunk, il vaut mieux supposer qu'il n'existe pas. Il m'a fallu beaucoup d'efforts pour y mettre une poussette et une valise. Le coffre est petit, une poussette ne peut y rentrer que si les roues sont détachées, se plaignent les jeunes parents. Mais des problèmes surviennent également dans d'autres situations de la vie. Le coffre bien sûr est trop petit pour contenir des marchandises volumineuses, mais les sacs du supermarché y rentrent parfaitement. Mais quand j'ai dû changer de chaussures, les roues bien sûr ne me convenaient pas, j'ai donc dû appeler des amis dans des voitures plus grosses. En fait, selon d'autres propriétaires, il est toujours possible de transporter un train de pneus de remplacement, mais uniquement en rabattant les sièges de la deuxième rangée. Bien entendu, différentes personnes ont des points de vue différents sur la taille du tronc. Quelqu'un prétend que le coffre est petit, mais c'est largement suffisant. J'ai emmené mes proches à l'aéroport et j'y ai chargé environ 9 sacs assez gros. Oui, seuls les sacs étaient visibles dans le rétroviseur intérieur, mais il était possible de conduire. Le coffre, oui, est petit, mais c'est suffisant pour aller au camping avec 2 enfants. C'est-à-dire pour les affaires et les courses. Je ne veux pas mettre de matériaux de construction, ni d'autres gros chargements dans une telle voiture. Certaines personnes ne se soucient tout simplement pas trop de cette question. Petit coffre. Pour moi, cet inconvénient est purement théorique, puisque je n'emporte généralement qu'un sac de sport avec moi. Il n'y a presque pas de coffre, mais je n'ai pas acheté la voiture pour le coffre, donc je m'en fiche. Quelques valises ou 3 sacs moyens y rentreront, et c'est très bien. Je n'emmène pas de plan à la Dacia, nous sommes 2 avec ma femme, c'est pourquoi j'ai pris une voiture peu pratique avec un petit coffre, mais élégant. Et cela s'avère quand même dommage. Le coffre ne m'importe pas, mais dans le même mourant chic, sans parler d'Audi et de Cruzac, il était là. Et il était juste là. Mais à Finica, le coffre ne sert qu'à contenir un seau et une pelle, de préférence une pelle de sapeur. Encore une fois, les capacités de chargement de n'importe quelle voiture peuvent être étendues, ainsi, comme l'a écrit l'auteur de l'une des critiques, le coffre est modeste, mais suffisant pour les besoins quotidiens. Et pour les voyageurs longue distance, vous pouvez toujours jeter une boîte tulle sur le toit et emporter n'importe quoi avec vous. Cela a pris un grand déménagement, et j'ai dû acheter une galerie de toit. J'ai acheté le plus grand, noir et beau, pour ne pas défigurer le bel homme. Mais dans leurs avis, les propriétaires écrivent directement. Pour ceux qui ont l'habitude de tout transporter dans leur voiture, des portes au bois de chauffage, le coffre Infiniti FX sera une déception. Les propriétaires ne sont pas très satisfaits de la capacité de l'habitacle elle-même, surtout de la deuxième rangée. En termes de praticité, c'est une voiture inutile uniquement si vous conduisez en ville pour le plaisir. Ceux qui sont de grande corpulence seront à l'étroit dans l'habitacle. En fait, c'est une voiture pour 2. Les sièges à l'arrière sont à peu près les mêmes que dans la 3e rangée des voitures normales. Je ne recommande pas de prendre quelqu'un comme 3e ou 4e passager pour plus de 500 km. Cette voiture est destinée au déplacement de courte durée sur des routes plates. Pour 2 personnes, conducteur et passager avant. Pour une famille, surtout avec 2 enfants, ce n'est pas la meilleure option. Les passagers arrière du FX se sentent très mal à l'aise lorsqu'ils conduisent sur des routes accidentées. Le tunnel de transmission développé, les passages de roues dépassant dans l'habitacle et le manque d'espace pour les jambes sont également des freins. Nous avons commencé à recevoir des plaintes de passagers arrière selon lesquelles il n'y avait nulle part où poser leurs pieds. L'auteur conduit en position assise aussi basse que possible. J'ai essayé de m'asseoir. Derrière moi en hiver, il y a effectivement une nuance. Mais ce qui est le plus bouleversant, c'est la configuration et la taille des portes arrière. L'ouverture des portes arrière est étroite. Pour s'asseoir confortablement ou placer un enfant dans un siège auto, il faut ouvrir la portière à fond, ce qui n'est pas possible partout. J'ai essayé de m'asseoir sur la banquette arrière. Ça a fonctionné une 2e fois, mais je suis sorti une 3e fois. J'étais mentalement heureux que ce ne soit pas à moi d'y aller. Imaginez ce que vos parents âgés ou, à Dieu ne plaise, les parents de votre conjoint vous diront en les chargeant pour les livrer à la Dacia.
De manière générale, malgré l'absence d'unanimité totale, l'esprit collectif d'Internet arrive à la conclusion suivante. L'Infiniti FX est une voiture destinée aux jeunes, actifs et à la mode, qui apprécient la puissance, la vitesse et le confort. C'est comme un crossover pour adultes, mais il n'a pas encore grandi au niveau des oncles. Une voiture de week-end pour les longs trajets d'une petite entreprise, créée spécifiquement pour une personne, et non pour le fret ou la belle-mère. Donc si vous devez transporter des cartons dans le coffre et utiliser la voiture comme voiture de travail, cela ne vous conviendra pas. Il est préférable d'acheter le même Pathfinder et de transporter des réfrigérateurs, des machines à laver, des matériaux de construction, etc. Et pour les voyages longue distance en grand groupe, recherchez une mini-fourgonnette. L'Infiniti FX présente des avantages complètement différents. Amour numéro 5. Apparence brillante. En principe, il ne peut y avoir unanimité dans l'appréciation de l'apparence. Néanmoins, les auteurs du très grand nombre de critiques parlent exclusivement de l'apparition de l'Infiniti FX sur un ton enthousiaste. L'apparence est comme l'espace. Le plus important est que le FX a un look inhabituel, c'est juste un bombe. L'apparence de la voiture est une autre histoire. Elle a tout, du caractère et du dynamisme, à la fois des lignes douces, de l'audace et du statut. Tout le monde dans le monde reconnaît cette voiture comme étant très belle. Je la regarde encore et je suis émerveillé. Elle est tellement belle que je lui pardonne même un trajet extrêmement dur. L'une des raisons pour lesquelles j'ai acheté la date était son apparence. Cela attire non seulement votre entourage, mais aussi vous-même. Ce capot a une forme de vague. Vous conduisez et l'admirez presque tout le long du trajet. En général, il y a suffisamment d'enthousiasme sur Internet à propos des yeux japonais rusés et prédateurs, de la brutalité des lignes claires, et de l'élégance, de style. Mais alors les divergences commencent. Premièrement, tout le monde n'aime pas le design de l'Infiniti FX, et ceux qui ne sont pas ravis de l'apparence de la voiture se retrouvent même parmi les propriétaires assez fidèles. L'apparence n'est pas un goût acquis. Je m'en fiche vraiment, même si je l'ai acheté. Je ne ressens aucune sorte de charisme, ou quelque chose comme ça. Mais ma femme, par exemple, lorsqu'elle voit FX dans le stream, ne peut s'empêcher de s'exclamer « Seigneur, quel monstre !» Cependant, l'originalité et la luminosité du design FX ne sont pas niées même par ceux qui n'aiment pas la voiture. Mais cette luminosité a aussi un inconvénient, on peut s'en lasser. Je suis mentalement fatigué de l'apparence agressive et accrocheuse. J'ai aimé la voiture elle-même au moment de l'achat, mais maintenant je ne l'aime plus, parce que j'en ai déjà marre du design. En effet, dans de nombreuses critiques, les auteurs écrivent que la voiture attire l'attention des passants ou des voisins dans la circulation, mais tout le monde ne pense pas que c'est si bien. Vous ne serez certainement pas laissé sans attention sur la route, à moins que, de bien sûr, vous en avez besoin. Et c'est deuxième. Troisièmement, il existe un désaccord considérable quant à la pertinence de cette conception. Certains sont absolument sûrs que ce design était en avance sur son temps et créé pour durer des décennies. Il a fière allure même après 7 ans. Extérieur actuel. Malgré le fait que plus de 10 ans se sont écoulés depuis la sortie de l'Infiniti FX dans 51 styles de carrosserie, la voiture a toujours l'air très fraîche. Les Japonais ont proposé un design pour les décennies à venir en 2008, alors maintenant, en 2022. Le design d'un réservoir élégant suscite sans aucun doute l'admiration. Sa particularité réside dans le fait que la voiture de l'année modèle 2008 semble toujours d'actualité, mais n'a pas encore subi de modifications et est vendue dans pratiquement le même forme. Mais tout le monde ne le pense pas. Il y a 4 ans, les propriétaires écrivaient dans des critiques. Il est temps pour eux de changer de carrosserie, après tout 10 ans, tout est pareil. Mais aujourd'hui, beaucoup considèrent même que ce design est exagérément long. Et les principaux volumes rétrogradés sont obsolètes. Enfin, le corps du FX présente également quelques inconvénients purement pratiques. Laissons de côté l'immense capot, qui empêche les conducteurs moins expérimentés de ressentir les dimensions de la voiture. Nous aborderons cette question plus tard. Ce qui est plus important, c'est que, selon de nombreux propriétaires, Date est un chien plutôt sale. La partie avant particulière en forme de coin de la voiture, avec un petit porte-à-faux avant, crée un problème supplémentaire lors de la navigation dans des flaques d'eau profondes à des vitesses supérieures à 40 km/h. La flaque d'eau recouvre littéralement la voiture comme une vague. Les voisins en aval conduisent calmement, mais je dois m'essuyer avec des essuie-glaces. Je viens installer des garde-boue. La carrosserie éclabousse beaucoup sur les côtés et à l'arrière. Par mauvais temps, elle est toute sale. Je n'ai jamais rien vu d'autre. Sale, écrivent les propriétaires. Cela a des conséquences. Si la voiture est sale, c'est difficile d'en sortir sans se salir le pantalon. Même si on sait comment. Et si on ne sait pas, c'est impossible. Cependant, il convient tout de même de citer le point de vue de l'un des propriétaires, qui a écrit dans sa critique « Le design de la Date elle-même est loin d'être ordinaire. Je connais des gens qui ne le supportent pas, mais il y a aussi ceux qui l'aiment vraiment. Il n'y a pas de moyenne, c'est-à-dire qu'en tout cas cela suscite des émotions. Et il y aura toujours ceux qui écriront
Avec cette voiture, j'ai eu, pourrait-on dire, un coup de foudre. Quand je l'ai vu pour la première fois dans la rue, j'ai immédiatement décidé de le prendre. Depuis presque 10 ans que je suis propriétaire, je ne me lasse ni de l'apparence ni de l'intérieur. Des tests numéro 4. Problème avec les disques de frein et les cales en papier. Le problème des freins en général et des disques de frein en particulier était typique de la première génération de FX2 S50. Et comme le disent les propriétaires, les Japonais ont résolu les problèmes de fonctionnement du système de freinage FX de première génération. Mais semble-t-il pas complètement? Le problème des freins n'a pas été résolu, mais il s'est amélioré. Le problème persistait donc. Les disques de frein sont très ennuyeux. Je ne comprends pas pourquoi les Japonais ont un si gros problème avec ces foutus disques, ils sont constamment pilotés. J'ai immédiatement remplacé tous les disques et plaquettes de frein par ceux d'origine. Et après 2500 km, ils ont commencé à patiner, à tel point que le volant tremblait à 100 km/h. J'ai acheté de nouveaux disques de frein pour 50 000 km. Depuis, les anciens ont été tués, et comme vous le savez, le groove n'aide pas. Lors du prochain entretien, l'usure des plaquettes était estimée à 50%, et tout aurait été bien, sans le fait qu'au prochain entretien, il faudrait également changer les disques de frein. Quoi, ceux de devant, la deuxième fois, sont-ils fabriqués en panneaux de particules? Le fonctionnement est modéré, je ne freine qu'après l'apparition de l'odeur caractéristique des plaquettes. Les propriétaires n'aiment pas non plus l'efficacité des freins en général. Manque total de respect envers les freins d'origine de la voiture, des déchets sélectionnés. Ils ne sont pas du tout adaptés au pilotage du FX. Nissan a tout gâché en mettant des étriers à un seul piston et des disques pas très gros sur une voiture de 2 tonnes. Alors que faire? Conduire lentement et tristement, les propriétaires jeunes et énergiques ne sont catégoriquement pas satisfaits de cette option. Non, c'est drôle. Pourquoi ai-je acheté une telle voiture pour conduire lentement? Il existe 3 façons de traiter le problème. Vous pouvez régulièrement affûter les disques de frein et remplacer les plaquettes de frein. Mais cette opération ne dure pas longtemps. La deuxième façon consiste à remplacer les disques et plaquettes de frein. Vous pouvez combiner ces deux approches, vous approvisionner en 3 à 4 jeux de disques et les affûter constamment, c'est-à-dire travailler pour un service automobile. Et enfin, le leader en termes de montant dépensé et d'efficacité est l'installation de kits de freins sportifs sur les roues avant. Seules les roues de sport coûteront environ 30 000, les ensembles complets, y compris les étriers, sont 10 fois plus chers. Cependant, certains envisagent déjà de remplacer les freins arrière, et les descriptions des voitures à vendre incluent des roues sport installées, par exemple des freins Hippie Racing ou Akebono. De plus, les propriétaires expérimentés recommandent de surveiller attentivement la quantité de graisse sur les axes d'étrier. Après avoir acheté une voiture, vous devez déplacer le coffre sur l'axe d'étrier vous-même ou dans un centre de service et le remplir de graisse. Une quantité insuffisante de graisse conduit au fait que les doigts se coincent, ils commencent à bouger difficilement ou ne bougent pas du tout, de sorte que les plaquettes restent dans un état serré et les disques commencent très rapidement à brûler. Mais les propriétaires de FX50 constatent un autre problème. Aux alentours de 60% de l'usure des plaquettes, le voyant de défaut du système de freinage commence à clignoter, tandis que le niveau de liquide de frein reste normal. Et tout irait bien, mais après quelques secondes, la stabilisation et le mécanisme de direction des roues arrière s'éteignent. Un autre problème est associé aux moteurs essence atmosphérique VQ35HR et VQ37VHR. En général, les propriétaires les qualifient de sans problème et exceptionnellement fiables. Mais ils ont également leur propre talon d'Achille, des joints de canal d'huile en papier. Au bout d'environ 200 000 km, ou même plus tôt, ces joints peuvent être arrachés, ce qui entraîne une pénurie d'huile inévitable et de graves conséquences. Le moteur commence à se tuer rapidement, et la corde finale est généralement une éraflure du vilebrequin. Et les arbres à camuser, les lits d'arbres dans la culasse et l'usure importante des pistons ne laisseront aucune chance à des réparations peu coûteuses. Tout cela est aggravé par le fait que les moteurs ne disposent pas de capteur de niveau d'huile, et sa présence et son état ne peuvent être évalués qu'en regardant sous le capot et en retirant la jauge. Le remplacement des joints en papier par des joints en métal coûte environ 30 000 à 40 000 roubles clé en main. Cette opération a déjà été effectuée sur de nombreuses voitures en vente, et les propriétaires de voitures équipées du diesel V9X et du V8 VK50VE de 5 litres n'ont pas à s'inquiéter du tout. Amour numéro 4. Salon, ergonomie, visibilité et équipement. Près de 100% des propriétaires expriment dans leurs avis une entière satisfaction quant au confort de l'habitacle, principalement pour le conducteur et les passagers avant. Tout d'abord, ils notent les sièges luxueux, selon leurs termes, sport, avec des supports supplémentaires contrôlés pour les cuisses et le torse, et un support réglable pour les ischio-jambiers. On peut passer plus d'1 heure au volant dans de tels fauteuils. La distance maximale parcourue en roulant sans interruption est de 2000 km, sans problème ni stress. Même après 10 heures au volant, votre dos se sent bien, on ne se fatigue pas sur les longues courses.
des sièges avec un bon maintien, et un coussin de jambes escamotable, et en plus, avec ventilation. Il n'y a rien à redire sur la position relative des commandes. La colonne de direction est réglable en profondeur et en hauteur, avec mémoire. Réglage du siège, avec mémoire. En plus des réglages standards, le maintien latéral des parties supérieures et inférieures du siège est également réglable. Côté ergonomie, tout est super, tout est à portée de main, très confortable. Les réglages du siège sont faciles. Bien sûr, les plages de réglage de la portée du volant sont un peu petites, mais c'est pinaillant. On dit qu'à une certaine position du volant, certaines parties du rangement sont bloquées, mais mes réglages ne bloquent pas. Les propriétaires approuvent également pleinement la qualité des matériaux utilisés pour décorer le salon. Ici, cher lecteur, c'est littéralement le royaume d'un cheikh arabe. Les créateurs du pays du soleil levant ne mangent pas leur pain en vain. Cuir véritable perforé, plastique souple, insert aspect aluminium, je ne vois pas l'intérêt de discuter des inserts aspect bois, mais dans le contexte général, ils sont aussi absolument magnifiques. La qualité est excellente. Tout est très bien fait et soigneusement ajusté. Le design ne vous donne pas l'impression d'être vieux, même si la voiture n'est pas neuve. Cuir, bois, toit ouvrant, affichage, musique, tout est excellent. Le cuir perforé est de très grande qualité, je pèse 110 kg, et ça tient. Ça souffle quand il fait chaud, l'éclairage est agréable, tout me fait plaisir. Chaque fois que je m'en approche, c'est comme si je l'avais acheté hier. La chose la plus fascinante de l'intérieur est l'horloge analogique. Tous ceux qui sont assis à l'intérieur y prêtent attention. Bien sûr, il y a quelques plaintes, par exemple il y a des plaintes selon lesquelles seul le conducteur bénéficiait d'un support lombaire à réglage électrique, disent-ils, les Japonais ont économisé de l'argent. Ou pas de volant chauffant. Ou de simples boutons en plastique migrés du Nissan X-Trail. Ou peut-être même de la Micra. Et ces boutons sont nombreux. L'équipement est riche, mais la dispersion des boutons, notamment au niveau du genou gauche, est surprenante. Ne vous attendez pas à des commandes intuitives, comme dans la même Volvo, vous devrez étudier le manuel. Cela ne cause pas beaucoup de désagréments, mais cela vaut la peine d'y prêter attention au cas où quelque chose de radicalement gênant vous arriverait. L'annuaire téléphonique n'est pas correctement russifié, de sorte que vous ne pouvez pas sélectionner un contact par lettre, mais êtes obligé de faire défiler toute la liste. Mais ce ne sont que de petites choses. Il y a beaucoup plus de plaintes concernant le fonctionnement du système de climatisation. La climatisation fonctionne parfois un peu étrangement, apparemment, elle prend en compte d'une manière ou d'une autre le flux de lumière solaire et ajoute du froid. En conséquence, après avoir enregistré 22 degrés, j'ai soit des tourbillons de neige autour de la tête, soit de l'air étouffant. En même temps, pour une raison quelconque, en mode automatique, le climat lui-même décide qu'il n'est pas nécessaire de souffler sur vos pieds et s'éteint si vous dites que c'est nécessaire. Le capteur de température est fait de travers, comme un résultat. Le froid sort lorsqu'on le règle à 16 degrés, et à 17 degrés l'air n'est plus frais, mais chaud. Encore une fois, les propriétaires se plaignent du système de siège chauffant. En FX, il n'y a pas que des réchauffeurs. Le chauffage s'effectue selon le même système que la ventilation par temps chaud, l'air est simplement fourni déjà chaud. Ainsi, les propriétaires se plaignent du fait que le chauffage ne démarre qu'une fois le moteur réchauffé. Il arrive également que le flux d'air du siège passager se coupe au bout de littéralement 2 minutes. Il s'avère que toutes ces machines sont malades. Ce problème peut être résolu en démontant le siège et en ajoutant des découpes supplémentaires dans le coussin moelleux, sans lesquelles l'air ne peut tout simplement pas passer et le système de ventilation s'éteint. Les propriétaires ne font pas non plus l'éloge de l'isolation phonique. Non, ils ne la maudissent pas. Ils se plaignent simplement que dans une voiture haut de gamme, cela pourrait être mieux. L'isolation phonique, franchement, est médiocre, malgré le fait que j'ai immédiatement fait du bruit supplémentaire. Le bruit du les roues ne pénètre pas dans l'habitacle. Je mentionnerai l'isolation phonique, mais le problème est résolu avec du bruit supplémentaire dans le service. Heureusement, il n'y a aucun problème avec cela maintenant. En principe, le bruit des arches et des portes donne déjà des résultats. De plus, un certain manque d'isolation phonique est compensé par l'excellent système acoustique Bose. La musique Bose joue bien. Le son du système Bose était pour moi un énorme plus. Et les pères de famille aiment beaucoup la présence d'un système de divertissement pour les passagers arrière. Le DVD avec écouteurs sans fil pour les passagers arrière est une chose très bonne et utile, surtout pour les enfants. C'est pourquoi je considère cet appareil comme nécessaire dans une voiture. Un film pour enfants suffit pour parcourir 100 à 150 km de parcours serein et calme sur l'autoroute. Quant à la visibilité, il n'y a pas ici d'unité complète. Certaines personnes admirent les rétroviseurs latéraux informatifs, grands et larges, tandis que d'autres se plaignent que la visibilité dans les rétroviseurs latéraux est trop faible et qu'une grande zone morte apparaît. Quelqu'un affirme que derrière les larges montants A, conformément à la tendance mondiale, et une bande de saleté que les essuie-glaces ne peuvent pas atteindre, même un piéton ou une voiture peut facilement se cacher. La visibilité autour de la voiture a été victime de la beauté de la conception de la carrosserie. Il y a suffisamment de points morts.
La situation est particulièrement gênante en hiver, lorsque l'essuie-glace du côté gauche du pare-brise, sans attraper la saleté jusqu'au bord gauche, laisse une trace sale. Avec le pilier gauche, cette saleté cachait autrefois un SUV qui me traversait à basse vitesse. On leur objecte immédiatement. Les racks sont vraiment sains, mais personnellement ils ne me dérangent pas, car le siège est reculé. Je n'ai jamais eu de problème avec la visibilité de la date. Comme nous l'avons déjà noté, un long capot avec des ailes gonflées crée quelques problèmes lors du stationnement. En raison des ailes avant gonflées, j'ai dû m'habituer longtemps aux dimensions, même si j'ai 15 ans d'expérience, 300 000 km sur différentes voitures. Pas même aux dimensions, mais à la compréhension de l'endroit où se termine l'aile avant droite. C'était surprenant. Mais toutes les manœuvres sont grandement facilitées par le système de visualisation panoramique. Les caméras tout autour, vues de dessus de la voiture sur le moniteur, sont indispensables à Moscou. J'ai grimpé dans de tels trous, il est peu probable que quiconque puisse rivaliser. Les caméras se salissent souvent. C'est Moscou. Je suis sorti. Je les ai essuyées avec une serviette, et le bonheur. Je sais qu'il y a des options. Les gars leur ont mis des rondelles. Pour compenser, de très bonnes caméras facilitent le stationnement de jour comme de nuit. Il n'y a aucun problème de stationnement, les capteurs de stationnement et les caméras font leur travail. J'ai beaucoup aimé la vue hélicoptère. Se garer par temps sec et clair est un plaisir. Mais même ici, il y aura des grognements. En effet, les aides au stationnement ne sont pas disponibles dans tous les niveaux de finition, mais selon les propriétaires, ils sont toujours nécessaires. Sans aide au stationnement, malgré la caméra, surtout celle de l'avant, c'est mauvais. C'est dommage de mettre de l'artisanat chinois sur une voiture en général chère. Il n'y a clairement pas assez de capteurs de stationnement pour cette voiture, étant donné le manque de visibilité normale, devant et derrière. Mais surtout, les auteurs des revues sont convaincus qu'il est presque impossible de trouver une voiture plus richement équipée pour le même prix. Quelles voitures pour un budget comparable ont des caméras polyvalentes, un régulateur de vitesse adaptatif avec radar, une ventilation des sièges, un système électrique, les réglages du volant et un tas d'autres goodies. Et c'est tout. Fonctionne-t-il toujours correctement? Des tests numéro 3. La rigidité de la suspension et la douceur du verre. De nombreuses critiques mentionnent la suspension rigide de l'Infiniti FX. Seule l'appréciation de cette rigidité diffère. Certains pensent que c'est trop dur, la suspension a été resserrée bien sûr. Sur une bonne route c'est bien, mais s'il y a des nids de poules, la suspension est assez rigide. Cela ne surprendra pas celui qui a possédé, disons, une Subaru WRX, mais un amateur de canapé américain sera horrifié. L'inconvénient est la suspension rigide, surtout à l'arrière. Il faut franchir les dos d'âne extrêmement lentement, même si c'est peut-être ainsi que cela devrait se passer dans un crossover sportif. Pour moi, l'une des raisons pour lesquelles j'ai pensé à changer de voiture était précisément la rigidité du Phoenix. Lorsque vous conduisez en ville sur de courtes distances pendant la journée, vous ne le ressentez pas vraiment, mais sur de longs trajets, c'est assez perceptible. D'autres pensent que tout va bien, la suspension est vraiment rigide, mais cela ne gêne en rien. La suspension est un peu dure, juste ce dont nous avons besoin. Elle passe normalement dans les nids de poules et ne floppe pas si fort. Mais si vous décollez à une vitesse de 140, vous allez pas mal tomber, car le débattement de la suspension est court. Personnellement, la rigidité de la suspension ne me dérange pas. Même, il me semble, c'est mieux. On sent vraiment la voiture avec ses fesses. Et tu ne tomberas certainement pas malade dans cette voiture. La rigidité est optimale. Je n'aime pas les voitures très molles. La voiture est dure, surtout en été, avec 22 jantes. Pour beaucoup, c'est un inconvénient, et ils attendent un miracle de la voiture. Cela n'arrivera pas. Mais j'aime beaucoup la rigidité. Le confort. C'est là, mais pas comme dans le Tahoe ou les berlines haut de gamme. La suspension est assez rigide, et beaucoup la qualifiant de casse-dents. Mais n'exagérez pas. C'est juste une suspension rigide. Dans tous les cas, beaucoup dépend de la perception individuelle. C'est pourquoi les propriétaires expérimentés conseillent. Je ne peux que prévenir les futurs acheteurs. Si vous supportez la raideur de la suspension, vous serez satisfait de la voiture. Mais pour tester vos sensations, roulez sur une route avec des bosses, des vagues, etc. sur la banquette arrière à grande vitesse. Mais les propriétaires jugent le pare-brise trop mou, la voiture a des vitres souples, je confirme à 100%. J'ai changé mon pare-brise 2 fois, à chaque coup perceptible sur la vitre, et tout irait bien. Mais il détériore vite les essuie-glaces. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Je change les balais presque tous les 2 ou 3 mois, et toujours rien de verre en rayures. Tout est recouvert de galets et de foutu sable. Par temps ensoleillés, on ne voit rien. Je me fraye un chemin dans un tunnel ou un parking, en espérant que personne ne se trouve là. J'ai pensé à le polir, mais les éclats étaient trop profonds. C'est bien qu'une assurance tous risques permette de changer une pièce 1 fois par an sans attestation. La situation est aggravée par le fait que les concepteurs ont abandonné les bus de lave-glace directement sur les essuie-glaces, comme sur la première génération de FX. Là, le liquide coulait directement sur les élastiques, ce qui éliminait plusieurs coups sur vitres sèches. Les voitures de la génération S51 sont équipées d'injecteurs conventionnels,
et il ne fonctionne pas de la meilleure façon. En hiver, j'en avais marre de changer les balais. Le lave-glace ne pulvérise pas sur toute la vitre et n'est pas vraiment réglable. Je n'ai même pas remarqué que j'avais déjà roulé le pare-brise. Comme c'était cool sur le vieux Phoenix, ça coulait directement sur les pinceaux. Amour numéro 3. Sur l'autoroute et en ville. Dynamique et vitesse, vitesse et dynamique. C'est pour cela que les propriétaires apprécient l'Infiniti FX avec toutes les options de moteur. Même le plus lent de la famille, le FX30D diesel, accélère à des centaines en 8,3 secondes. Du coup, les propriétaires de ces voitures sont plutôt satisfaits. La dynamique est suffisante en ville dans 99% des cas, en dehors de la ville dans 95%, mais je constate tout de suite que j'ai déjà 50 ans et que j'en ai assez. Des courses au feu tricolore dans les années 90. Dynamique, l'avion tient la route superbement, sur le péage Leningradka ou New Riga 200 à 210 en toute confiance, au feu tricolore, toutes les Jeeps ont environ 3,5 litres et les diesels sont derrière. Et pour les propriétaires de voitures à essence qui peuvent vraiment faire des balles, Mimelict, le FX35 accélère à 100 km/h en 6,9 secondes, le FX37 en 6,8 et le FX50 en 5,7 secondes, c'est un péché de se plaindre. Alors ils ne se plaignent pas, il décolle vraiment sur autoroute. Les dépassements sont son élément. Il le fait en toute confiance, sans effort. Le moteur de 3,7 litres est très puissant et coupleux. Il y a toujours une réserve de traction à n'importe quelle vitesse, en ville et sur autoroute. Il peut rouler doucement et sereinement à basse vitesse. Il peut exploser à un feu tricolore et aller droit au but. Tout est beau et chocolaté, comme dit la jeunesse dorée. La date est parfaite. Et il peut s'éloigner d'un feu tricolore et il y a toujours une réserve de puissance à n'importe quelle vitesse. Après 100 km/h, la dynamique est toujours excellente, les dépassements sur autoroute sont un plaisir. Dans leurs avis, les propriétaires notent le travail coordonné de la boîte de vitesse adaptative à 7 rapports et des moteurs. La boîte de vitesse adaptative est tout simplement super, elle s'est adaptée à moi et sa réaction m'impressionne. Je n'ai jamais rien eu de tel auparavant. Le moteur et la boîte de vitesse chantent en duo. Parfois cela ressemble à une CVT. Les haut-parleurs suffisent. J'aime la transmission automatique. Il me semble que le meilleur algorithme d'accélération consiste en 2 pressions sur la pédale d'accélérateur. D'abord légèrement, la vitesse augmente, puis, après un moment, fort, la voiture tire. La boîte colle tout à temps. Très hautement adaptatif. Vous conduisez doucement et lentement. Dans un embouteillage par exemple. Les vitesses passent doucement et lentement. Les vitesses sautent à 2000 Tmin. Vous conduisez vite et brusquement. Elle tourne jusqu'à 6 à 7000 tours. La voiture vole. Pour passer d'une conduite douce à une conduite pleine d'entrain, nous appuyons fort plusieurs fois sur l'accélérateur ou sur gaz-frein-gaz. La transmission automatique comprend rapidement ce qu'on lui demande. Mais les propriétaires sont assez sceptiques quant à la possibilité de commander manuellement la boîte de vitesse. Les palettes de changement de vitesse au volant sont pratiques, même si à mon avis il est presque impossible de battre une boîte automatique à haut régime. Les palettes de changement de vitesse au volant me semblaient n'être qu'un jouet, je ne les utilise pratiquement pas. Dans le même temps, les propriétaires notent que la vitesse dans la voiture ne se fait pas sentir. Il y a même une sorte d'inconvénient là-dedans, vous pouvez trop vous détendre par habitude, en conduisant à 120 km/h. C'est comme si vous étiez roulé à 20 km/h. À grande vitesse, les propriétaires se rendent compte que ce n'est pas en vain qu'ils souffrent d'une suspension extrêmement rigide. C'est le prix à payer pour une excellente tenue de route. Il n'y a rien à redire. Le volant permet un contrôle précis de la trajectoire du mouvement et est agréable à ressentir. Vous roulez sur autoroute, vous heurtez une Cruzac ou RX, pour une raison quelconque, il commence immédiatement à prendre de la vitesse. Mais au premier petit virage, ils ralentissent toujours à 80 à 100, et FX n'en a pas du tout besoin. En conséquence, vous dépassez en dirigeant d'une seule main, et là, le conducteur a saisi le volant à 2 mains, comme s'il participait à une course. En général, la tenue de route est de 5 points. Cette voiture assez grande se comporte parfaitement. Le volant est assez serré et informatif, elle prend les virages comme une berline de tourisme. Le FX50 est particulièrement performant à cet égard avec son système de direction aux roues arrière. La maniabilité n'est pas celle d'un crossover, mais celle d'une berline sport. Elle tient superbement la route, à 130 degrés dans un virage. Il n'y a rien à faire. Les roues arrière tournent, et on vole comme sur des roulettes. Il est clair que le RAS, système de direction automatique des roues arrière, ne se manifeste que lors de manœuvres actives à grande vitesse. Dans ce cas, la trajectoire tracée par le volant est suivie avec plus de précision que dans une voiture ordinaire. Mais conduire l'Infiniti FX comporte ses propres défis, surtout en hiver. En mode normal, il s'agit d'une voiture à propulsion, mais même dans les modes difficiles, la traction avant n'est pas connectée immédiatement, mais avec un certain retard, ainsi que le système de stabilisation. Elle traîne le cul en hiver, donc la traction avant connectée à un an, elle n'a pas le temps de s'adapter correctement.
La Finica à traction intégrale fait vraiment peur pour l'hiver, surtout pour les personnes qui ne sont pas préparées et qui n'ont jamais conduit de traction arrière auparavant. C'est un fait. Si vous n'êtes pas habitué à la propulsion, ne désactivez pas la stabilisation, surtout sur route glissante. Avec une légère pression sur l'accélérateur dans un virage, la voiture dérape parfaitement. Mais dès que vous sentirez la voiture, vous n'aurez plus envie de la démarrer. En effet, beaucoup pensent que c'est précisément ce système de transmission intégrale qui permet à un conducteur expérimenté d'obtenir un maximum de plaisir. Pour moi, un dérapage vaut mieux que la démolition du train avant. Ici, la dérive est faible et vous pouvez sortir du dérapage avec traction. Il y a une caractéristique intrigante. Sur une route glissante, lorsque vous appuyez sur l'accélérateur, l'essieu arrière commence d'abord à rouler un peu, et seulement puis l'avant s'engage et redresse la trajectoire. Je considérerais même cela comme un plus. L'électronique n'intervient pas immédiatement, ce qui, lorsqu'on pédale brusquement sur la neige ou la glace, donne de la joie à une personne préparée, mais à une personne non préparée, de la mélancolie et une panoplie d'impressions désagréables. Cela ne pose aucun problème lors d'un fonctionnement hivernal raisonnable. Il faut juste se rappeler que vous avez 2 tonnes entre les mains, initialement propulsion et 333 chevaux. Pour être honnête, j'appuie souvent sur ce bouton en bas à gauche, VDC Off, pour entrer correctement dans un virage dans une voiture à propulsion, et enfin le ressentir sur la glace. Mais il faut lui rendre hommage. Si on roule comme d'habitude, c'est très difficile de la faire déraper. Elle résiste, c'est une peste. Et la propulsion, c'est bien sur l'autoroute. Quant aux capacités de la voiture hors asphalte, les auteurs des critiques s'accordent sur le fait qu'il est possible de conduire hors route, mais avec beaucoup de prudence. Ayant cru aux super capacités tout-terrain de la voiture, j'ai décidé de me lancer dans la flaque d'eau. Le résultat est logique. Nous avons réussi à rouler un peu plus loin que le milieu, les roues arrière dans cette belle boue reposent presque jusqu'au moyeu, les roues avant de 15 à 20 cm. Les obstacles ne peuvent être surmontés qu'en bougeant. Le FX ne sait pas conduire sous tension. L'Infiniti FX n'est pas une voiture tout-terrain, c'est un fait, mais tout dépend du conducteur au volant. Il a grimpé dans des congères dont les portes ne s'ouvraient pas, et est parti sans l'aide de personne. Et il a pétri de la bonne boue dans la forêt. Ok aussi. Bien sûr, il ne supportera pas de suspendre 3 roues, et il n'ira pas pêcher quelque part en Yakoutie. Les capacités tout-terrain du FX sont tout à fait suffisantes pour un usage quotidien, même si vous devez remuer un peu de boue. Dans le même temps, les capacités des voitures diesel sont quelque peu supérieures à celles des voitures à essence. Il est généralement admis que le FX est généralement contre-indiqué pour rouler sur l'asphalte, mais un moteur diesel peut le faire, dans des limites raisonnables. J'ai roulé sur des chemins de terre boueux et sur de la neige vierge, et je l'ai accroché de manière à ce que la roue arrière soit à 1 mètre du sol. Tout va bien. Eh bien en ville, les propriétaires de FX se sentent très en confiance, y compris en hiver. En hiver, vous conduisez toujours là où d'autres dérapent et jurent impuissants. La voiture roule en toute confiance sur une route enneigée et sort d'une route enneigée. Yards avec fracas. La capacité tout-terrain me convient, vous devez comprendre qu'il s'agit d'un crossover, pas d'une Jeep pleine grandeur. Je ne vais pas le conduire à travers les marécages, mais sauter sur le trottoir, me garer dans un parking sale et surmonter des conditions tout-terrain légères dans la limite de ses capacités. Je n'ai pas vraiment vérifié la capacité de cross-country. Mais, encore une fois, ce n'est définitivement pas un véhicule tout-terrain. C'est une belle voiture pour la ville, confortable. Cependant, grâce à la transmission intégrale, on peut se sentir en confiance en hiver. Il ne prétend pas être un SUV pour les marécages, mais je ne me suis jamais retrouvé coincé dans une congère. Bien entendu, en ville il faut tenir compte des dimensions de la voiture. Mais lors des manœuvres, les rétroviseurs extérieurs à abaissement automatique et le système de visibilité panoramique aident également. Oui, la résolution de la caméra n'est pas le rêve ultime, mais, messieurs, il y a une visibilité panoramique, je peux tout voir parfaitement, je peux appuyer vous contre le trottoir sans rayer les jantes, et rouler dans une cour étroite en observant parfaitement l'approche du pare-choc avant d'un obstacle. Oui, l'image est un peu granuleuse, mais je vois tout et je m'oriente parfaitement, et le rayon de braquage n'est pas si grand pour une voiture d'une longueur de 4,8 mètres, et d'un empattement de 2,85 mètres, il est de 5,9 mètres. Déteste numéro 2, la consommation d'essence. La grande majorité des auteurs de la revue sont conscients que sous le capot de leur voiture se trouve tout un troupeau, et pas n'importe quel poney, mais de véritables trotteurs, et que ce troupeau a besoin d'être nourri. Et pourtant, seuls les propriétaires du FX30D diesel sont satisfaits de la consommation de carburant. Ce qui m'a le plus plu, c'est la consommation de carburant en hiver avec tout le chauffage, les poêles et autres choses sur l'autoroute, moins 7,6 L/100 km en hiver. En ville et dans les embouteillages. Un peu plus, environ 10,6 L/100 km. La consommation de carburant en général est bonne, la ville est d'environ 13 à 14. Cela pousse les embouteillages au centre. L'autoroute est d'environ 9 à 10 L/100 km.
La consommation en ville est de 11 litres sans économie. Sur l'autoroute 8,5 litres. La consommation de carburant en ville est de 10 à 13 litres. Sur l'autoroute de 7 à 9 litres à Moscou, avec une utilisation quotidienne, je ne fais pas le plein plus d'une fois par semaine, mais surtout une fois tous les 1 an et demi, je ne le fais pas d'habitude. Je me noie, et donc la consommation moyenne est de 9 litres, ce qui est très bien. Il est clair que différents conducteurs obtiennent des chiffres légèrement différents, mais leur ordre est le même. Moins de 10 litres sur autoroute, un peu plus de 10 en ville. Mais tout le monde est satisfait de l'autonomie en carburant. L'autonomie sur autoroute avec un réservoir dans presque tous les modes est de 1000 km. Si vous vomissez et économisez de l'argent, vous pouvez parcourir 1200 km. Une fois, j'ai parcouru 3000 km en 3 jours, avec des arrêts dans les villes, et je me suis même retrouvé dans des embouteillages. J'ai parcouru toute la distance avec 3 chars. Mais les propriétaires du FX35 considèrent ouvertement la consommation comme un inconvénient majeur. Cela se comprend. La puissance est moindre, la dynamique est moins bonne que le FX37 et encore plus que le FX50, et la consommation est quasiment la même. En principe, les auteurs des revues sont prêts à s'accorder sur le chiffre de 17 litres 100 km, mais beaucoup soutiennent qu'il peut être bien plus. Une consommation de carburant élevée concerne en grande partie la conduite urbaine au ralenti, feu tricolore, embouteillage. Environ 20 litres. J'ai consommé au moins 17 litres d'essence à Moscou, et en moyenne environ 20 litres au 100. En région, j'en consommais généralement 20 à 25, car l'essence était mauvaise. En règle générale, les propriétaires de FX50 de 5 litres ne discutent pas particulièrement de la consommation de carburant. De quoi faut-il particulièrement discuter ici? Ils savaient dans quoi ils s'embarquaient en achetant ce cheval puissant et étaient prêts à le nourrir. Ainsi, ils perçoivent une consommation d'environ 20/100 km avec un calme olympique. Colle l'autocollant américain. Au diable l'économie de carburant sur la lunette arrière et profite de la vie. Cet appétit peut toutefois être freiné. Pour ce faire, il suffit de marcher sur la gorge du tempérament de son conducteur, de ne pas décoller comme au départ d'une course sur route, de respecter le code de la route sur autoroute, et d'utiliser plus souvent le régulateur de vitesse. J'ai réussi une fois à atteindre 11,2 VL/100 km sur autoroute, il y a une photo du téléphone. La consommation sur autoroute était agréable. Le rallye automobile Saint-Pétersbourg-Helsinki et retour n'a pris que 115 litres, 13,5%, je m'attendais au pire. Mais les propriétaires des FX37 les plus populaires aiment beaucoup argumenter sur la consommation, et ils donnent des chiffres très différents. Les gars, qui écrit que la consommation d'un Infiniti FX37 sur autoroute est de 9,6 à 10 litres, dites-moi comment vous faites? Je n'ai pas réussi. En moyenne, ma consommation sur autoroute était de l'ordre de 12 à 14,6 litres, cela prend en compte l'accélération lors des dépassements, des freinages et des arrêts au feu tricolore et au passage à niveau. Mais en milieu urbain, tout est bien plus triste mes amis. 19 à 23 litres. La consommation en ville est de 19 à 21 litres, rien de moins, tous les discours sur 15 à 17 litres ne sont pas vrais. Je m'explique. Le fait est que si vous aimez la conduite dynamique, et que vous ne pourrez pas rouler lentement, et que vous êtes coincé dans les embouteillages, la consommation sera exactement la même. Autoroute, 14 à 16, c'est tout à fait réaliste. La consommation d'essence est grande, je pense, en même temps sur autoroute, 120-160 km/h, moins de 11 à 14 litres au 100 km, ce qui en général est pour 333 juments et 3,7 litres, c'est correct. Mais en ville, comme le BTR 80, les embouteillages, la climatisation, du sol au plafond, et cela atteint 23 L 100 km. Une voiture de 10 ans a une consommation normale, 20 à 22 litres avec du sol au plafond, en mode végétal, 18 litres. Je peux joindre une photo. Eh bien, je ne crois pas que les moteurs de 333 et 400 chevaux consomment 14 litres. A priori, c'est impossible. Les économistes argumentent avec eux. J'avoue que chaque voiture a son propre appétit. 7 ans de possession du FX37, vitesse sur autoroute 108 à 109, style de conduite à la retraite en raison de la disponibilité d'un équipement d'enregistrement vidéo pour les infractions à la vitesse pour la police de la circulation. Consommation 10,8, moins 11,2 litres. À une vitesse de 140 km/h en croisière, la consommation est de 11,2 litres. Mode urbain, mixte, 14 litres au 100 km, 14,6 L, 100 km en ville en hiver lors des embouteillages. Il n'est pas nécessaire de discuter avec moi, je ne crois pas à une consommation FX de 20 litres ou plus, et je ne le ferai jamais. D'une manière ou d'une autre, les Infiniti FX équipés de moteurs à essence à aspiration naturelle consomment beaucoup de carburant, le kilométrage d'un réservoir est d'environ 500 km, et l'achat de carburant coûte au moins 10 à 12 000 roubles par mois. L'ampleur de ces dépenses dans votre portefeuille dépend de chacun de décider par lui-même. Mais dans tous les cas,
vous pouvez être rassuré par le fait que vous n'aurez pas à faire face à des coûts supplémentaires pour l'huile. Les moteurs ne mangent généralement pas d'huile jusqu'à la mort, et même les propriétaires de voitures de 10 ans peuvent s'en passer. Ajoutez de l'huile de changement en changement. Amour numéro 2, émotivité. De nombreux auteurs de critiques, lorsqu'ils parlent de leur voiture, ne se concentrent pas sur la vitesse, la maniabilité ou le confort du conducteur, mais sur les émotions que procure la possession de cette voiture. Parfois, ce sont des phrases courtes mais très significatives. Une excellente voiture de sport qui donne beaucoup d'émotions vives grâce à une conduite dynamique, confortable et surtout prévisible. En 1 heure, vous vous séparez de l'argent et vous trouvez un ami, mais que diriez-vous d'un ami, cher frère? Une Infiniti FX, Premium, que des émotions positives. L'expérience de conduite est un délice total. Pour un prix avantageux, vous pouvez conduire avec des émotions. En bref, les résumés sont les suivants. En vérité, le Phénicien est le char des dieux. Je roule et j'ai la bouche pleine d'oreilles. Apparence, dynamique, rugissement du V6. Wow! Si vous êtes jeune de cœur, elle ne vous laissera pas indifférent. En un mot, Infiniti FX est un concentré d'émotions positives vives, qui compensent de nombreux défauts et font oublier les dépenses. Mais les propriétaires préviennent. Lorsque vous choisissez cette voiture, ne vous laissez pas guider par les émotions liées à son apparence et à sa puissance nominale. Il faut le nourrir, le diriger, et tout cela doit être payé. C'est la première chose. Et deuxièmement, l'Infiniti FX n'est pas seulement une voiture émotionnelle, mais aussi une provocatrice. Et cela ne vaut pas toujours la peine de céder à ces provocations. Des tests numéro 1. Impôts, assurance et entretien. Presque un propriétaire sur 2 cite le montant de la taxe de transport comme l'un des défauts les plus importants de l'Infiniti FX. En effet, à Moscou et à Saint-Pétersbourg, les propriétaires de FX35 doivent payer 46 050 roubles par an, les propriétaires de FX37 49 950 et FX50 60 000, et c'est bien que ce soit autant. Jusqu'à récemment, ce modèle figurait sur la liste des voitures soumises au luxe. Taxes. Seuls les propriétaires de FX30D diesel sont plus ou moins calmes sur la question fiscale. Ils doivent payer 17 850 roubles chacun. Et s'il y a 10 ans, lorsque les FX étaient assez chers, mais en même temps moins chers que de nombreux concurrents directs, de tels montants semblaient tout à fait tolérables aux acheteurs. Maintenant, lorsqu'un crossover sportif d'occasion peut être acheté par une personne n'ayant pas les revenus les plus élevés, ces paiements peuvent devenir un réel problème. Bien sûr, certains continueront de penser que la taxe est un prix acceptable à payer pour ce qu'ils retirent de leur voiture. Je me sens plus en sécurité en sachant que j'ai un moteur durable avec des arbres à cames forgés plutôt qu'en profitant des économies d'impôts. Oui, la taxe s'élève à près de 50 000 roubles. Mais j'ai décidé moi-même, je suis encore jeune, pourquoi pas? Pourquoi ai-je besoin de 333 chevaux et d'une telle voiture? Si vous avez acheté cette voiture, alors je pense qu'il ne sera pas difficile d'en payer 50 000 par an. Les seuls inconvénients que je puisse citer sont les taxes et les dépenses. Mais, comme on dit, une personne qui achète une telle voiture n'a pas à s'en soucier trop. Après avoir comparé la date avec mes camarades de classe, j'ai réalisé que dans un cas, vous payez des impôts ici et ne vous inquiétez pas n'importe quoi, dans l'autre, vous payez pour la réparation des turbines, des pneumatiques, des rails électriques, des robots, etc. Écrivent les propriétaires dans leurs critiques, et il existe de nombreuses déclarations de ce genre. Mais il y a aussi ceux qui sont très inquiets du montant de l'impôt. Je suis mentalement fatigué de l'impôt de 50 000 roubles, et j'en ai juste marre. Oui, au début, tout me rend heureux. La dynamique, confort. Et puis j'en ai marre de payer un impôt de 45 à 60 000 par an. Mais vous devrez payer non seulement la taxe de transport, vous devrez souscrire une assurance obligatoire, et son coût dépend non seulement de votre dossier de conduite sans accident, mais aussi de votre puissance. Et les évaluateurs qualifient le prix de l'assurance tous risques de, tout simplement astronomique. Il y a quelques années par exemple, ils demandaient jusqu'à 650 000 roubles pour ce service. Mais même en 2022, les propriétaires estiment que les options trouvées au prix de 80 000 à 100 000 roubles sont un grand succès. En fait, il s'est avéré possible d'acheter une bonne option. Un peu plus de 100 000 pour un ensemble complet pour une année avec une couverture adéquate et un service sans franchise. C'est sans vol. Je m'en suis protégé différemment. Mais beaucoup pensent qu'il est tout simplement impossible de conduire sur nos routes sans une police d'assurance complète. Un imbécile ivre, sans argent et sans permis, peut facilement laisser n'importe qui sans voiture valant des centaines de milliers de roubles, le prix de l'assurance n'est pas proportionné, avec la perte possible. Enfin, le prix du service. Ici, les propriétaires donnent également des chiffres très différents, de 10 à 15 000 à 40 000. Naturellement, ils cherchent où obtenir un service moins cher. En général, j'ai payé 23 000 roubles pour le TO60, au lieu de 37 000 roubles proposés par téléphone. Le prix d'Infiniti est généralement inhumain, allant jusqu'à 45 000 à 47 000 roubles. Bien entendu, il existe toujours des moyens d'économiser de l'argent.
Par exemple, vous pouvez acheter les consommables nécessaires sur Internet, ou vous pouvez obtenir du service non pas dans les stations-service de marque Infiniti, mais dans les stations Nissan. Je recommande de faire appel exclusivement à Nissan, 1,5 voire 2 fois moins cher. Vérifiez personnellement. Par exemple, un filtre d'habitacle Nissan, 1200 roubles, Infiniti, enfin, avec une odeur de noyau de cerise, 6245 roubles. Enregistrer les capteurs de pression, 1000 roubles. Nissan, 2400 Infiniti, aucun commentaire n'est nécessaire. Il en va de même pour les réparations en cours. Oui, les vitres et les pièces de carrosserie d'origine sont très chères, mais au moins dans le cas du verre, il existe des options de remplacement tout à fait adéquates. Un pare-brise d'origine coûte environ 60 000 roubles. Mais il existe presque toujours une alternative. Par exemple, j'ai installé un excellent verre pour 5 000 roubles et payé 2 500 pour l'installation. Mais dans tous les cas, une personne qui décide d'acheter une Infiniti FX d'occasion doit bien réfléchir à tout et comparer les dépenses possibles avec ses revenus. Il existe même des déclarations sur Internet selon lesquelles, pour entretenir correctement une Infiniti FX, vous devez gagner environ 35 000 à 45 000 roubles par mois. De telles évaluations me semblent déraisonnablement optimistes. Honnêtement, je peux difficilement imaginer une personne qui soit prête à donner un mois de salaire comme taxe de transport, à dépenser quelques salaires de plus en essence, et à dépenser même 25 à 20 000 fois par an pour les réparations et l'entretien de routine. Oui, l'Infiniti FX promet à son propriétaire beaucoup de plaisir, mais pour ces plaisirs, il faut débourser une somme assez importante. Amour numéro 1, la fiabilité. Les propriétaires de tous les modèles de la famille considèrent la fiabilité comme l'avantage le plus important de l'Infiniti FX. C'est l'opinion de ceux qui ont acheté une voiture neuve chez un concessionnaire, et c'est l'opinion des propriétaires de voitures qui sont déjà entre de mauvaises mains. Kilométrage 120 000, zéro problème. Permettez-moi de généraliser. Une voiture absolument sans problème. La voiture a été produite en 2012, 3.7 essence, kilométrage 127 000. Seul le roulement de roue avant a été changé, le reste est des consommables. Et le plus important est la fiabilité. Je n'ai changé que les consommables. Pendant 8 ans de fonctionnement, il n'y a eu aucune panne grave. Je possède la voiture depuis plus de 6 ans, pas un seul problème, comme neuve à ce jour. Je l'ai achetée avec un kilométrage de 60 000, j'en ai parcouru 40 autres. Pendant tout ce temps, je n'ai changé que des consommables. Pendant 250 000 km, j'ai changé les jantes de force tout autour. 2 fois. Les roulements de roue 2 fois. Et c'est tout. Ce genre de déclaration peut être cité littéralement à l'infini. Les louanges de la fiabilité sont entendues dans les critiques rédigées en 2015 à 2016, l'année dernière et cette année. La voiture ne pourrait pas être plus simple, la suspension est à ressort, qui ne peut jamais être tuée par quoi que ce soit, les moteurs servent. Dieu nous en préserve. Tout le monde. L'essentiel ici n'est pas particulièrement de violer et de changer l'huile de manière responsable. En 3 ans, nous avons parcouru 90 000 km et je ne me souviens d'aucun problème, même des plus innocents. Il n'y a aucun problème dans cette voiture, c'est-à-dire que le châssis ne s'effondre pas, l'électronique est en ordre, la courroie de distribution n'a pas besoin d'être changée, depuis la chaîne, la boîte de vitesse est très fiable, seule l'huile doit être changée une fois tous les 60 000 km, le moteur est également fiable, aspiré indestructible avec une énorme marge de sécurité, les kits de réglage pour le 370Z qui sont installés sur le moteur d'origine ne sont que nombreux, une boîte dont une version renforcée a été installée sur le Nissan. Bien sûr, tout peut être cassé, mais les conditions préalables à une défaillance accidentelle de divers composants coûteux sont minimes. Les auteurs des critiques affirment qu'avec un entretien de haute qualité, la voiture peut parcourir jusqu'à 300 000 km, sans une seule réparation majeure, sans passer quelques années en service, et sans mettre le propriétaire en faillite. Et pourtant, il existe de nombreuses voitures sur le marché avec des documents douteux, un kilométrage tordu et des exemples simplement usés. Ne serait-ce que parce que ces voitures sont achetées précisément dans le but de courir et qu'elles sont conduites jusqu'au bout, et à la crinière, au loin, ne respectant pas toujours les règles de service. Et lors de l'achat, vous devez soigneusement vérifier la voiture pour détecter tout délit. Ces voitures ont souvent été volées, les NIV ont été interrompus, et de faux documents ont été délivrés, donc un contrôle ne sera pas superflu. Bien sûr, vous pouvez remettre en ordre un exemplaire enroulé qui n'est pas dans le meilleur état technique, mais cela nécessitera un investissement très sérieux. Les propriétaires expérimentés écrivent donc « Mon conseil, si vous achetez cette voiture, vérifiez l'huile, donnez-la au concessionnaire pour diagnostic, vérifiez tous les leviers et la crémaillère, et si vous avez des doutes sur le fonctionnement de la transmission automatique, ou quoi que ce soit. Sinon, refusez d'acheter. » Bien qu'ils disent que la date n'est pas particulièrement coûteuse à réparer et à entretenir, tout cela n'a aucun sens. Cher. Nous conseillerions de ramener une voiture fatiguée à un état presque neuf, uniquement à ceux qui ont un grand désir d'avoir cette voiture en particulier, qui peuvent effectuer de nombreuses opérations de leurs propres mains, qui ont la ressource sous la forme de leur propre,
ou simplement accessible service de voiture, et qui est prêt à passer son temps à rechercher les composants nécessaires à un prix abordable. Mais celui qui surmontera tous les problèmes recevra une solide récompense pour ses efforts. Une voiture rapide, puissante, lumineuse et élégante, qui non seulement donnera des émotions de conduite, mais ne nécessitera pas non plus d'investissement particulier pendant longtemps. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.